Bonjour, bienvenue dans la trentaine de Passe Info. Cette semaine, dans l'actualité nationale, nous parlerons d'un bilan présidentiel, de la succession de Dominique Strauss-Kahn, nous évoquerons une note économique, pour terminer par la LDJ. Et dans l'actualité internationale, nous traiterons donc du G8, de l'indépendance du Congrès américain, d'une initiative iranienne et enfin du Yémen en ébullition. Et après quelques brèves... Un le saviez-vous sur l'industrie pénitentiaire américaine. Ouvrons donc ce journal avec un bilan de la présidence française. En effet, selon un sondage BVA réalisé pour les médias de BFM, 73% des Français estiment mauvais le bilan de 4 ans de présidence de Nicolas Sarkozy, malgré quelques réformes soutenues par l'opinion publique. Ces derniers mois, le gouvernement de M. Sarkozy a pris en priorité une revalorisation des salaires et la lutte contre l'immigration illégale, notamment depuis les révolutions arabes et l'afflux de migrants d'Afrique du Nord. Autre actualité, un poste vacant à la tête du FMI. Christine Lagarde, la ministre de l'économie, serait la favorite pour la succession de Dominique Strauss-Kahn pour la présidence du FMI. On déjà mentionné son implication dans l'affaire de l'ancien ministre Bernard Tapie. Son cabinet a également été condamné en décembre pour avoir arrêté une enquête administrative défavorable à Euronext, qui gère la bourse de Paris. La ministre de l'économie est accusée d'avoir licencié une salariée, membre du nouveau centre et critique contre l'UMP. Et maintenant, économie. En France, la carte bancaire coûte cher. Le montant moyen des frais bancaires s'élève à 157 €, dont un tiers est lié à l'utilisation de la carte. Autour de 36 € par an, en moyenne pour une carte Visa ou Mastercard classique. 120 € pour les hauts de gamme. Au total, la cotisation annuelle rapporte 2,8 milliards d'euros par an aux banques. Hallucinant. Tout comme cette attaque de la LDJ. À Paris, le 5 mai dernier, la Ligue de défense juive a attaqué une réunion organisée par l'association France-Palestine Solidarité dans la mairie du 14e arrondissement. Les jeunes militants de la LDJ ont dit vouloir s'intéresser au débat. Rapidement, ils se sont pris violemment à plusieurs personnes. Il y a eu 2 blessés légers qui ont pris la décision de porter plainte. Actualité internationale, le printemps arabe convoité au G8. Le président français Nicolas Sarkozy, qui soutenait les régimes de Ben Ali et Moubarak, a proposé vendredi au nom du G8, réuni au sommet à Deauville, un paquet financier de 40 milliards de dollars pour soutenir le printemps arabe. La France avait invité vendredi les premiers ministres de Tunisie, Béji Caïd Essebsi, et d'Égypte, Essam Sharaf, les 2 pays dont les révolutions ont lancé le mouvement de contestation dans le monde arabe. Cette aide devait être constituée essentiellement de prêts des organisations financières internationales. Certains observateurs perçoivent derrière cette aide une manœuvre des pays du G8 pour se racheter les révoltes arabes et continuer à exercer leur influence dans l'échiquier du Moyen-Orient. Parlons maintenant de l'indépendance du Congrès américain. Lors d'une interview sur la chaîne Press TV, Cynthia McKinney, ancienne membre du Congrès américain, a affirmé que chaque candidat au Congrès est obligé de signer un acte d'engagement qui l'oblige à toujours soutenir la suprématie militaire d'Israël. Par cette signature, les futurs congressistes s'engagent également à accepter Jérusalem comme capitale d'Israël. Toujours selon cette ancienne congressiste américaine, si un candidat refuse de signer cet acte d'engagement, il ne pourra alors plus recevoir de somme d'argent pour financer ses campagnes électorales. À présent, intéressons-nous à une initiative iranienne. Le Parlement iranien va débattre cette semaine d'un projet de loi exigeant des sanctions contre des responsables américains impliqués dans des actes de violation des droits de l'homme. Selon l'agence iranienne Fars News, ce projet a été présenté par la Commission parlementaire de la sécurité nationale et des affaires étrangères. Restons au Moyen-Orient. Au Yémen, après le refus par le président yéménite Ali Abdel Saleh de se retirer du pouvoir, des dizaines de milliers de personnes sont sorties dans les rues pour exprimer leur détermination de le voir délogé. Alors que le nombre de tués ne cesse de croître, les grandes artères de la capitale ne désemplissent pas.
Nous voulons la liberté pour notre peuple, nous voulons la dignité, l'honneur, nous voulons que ce règne tombe et qu'Ali Abdullah Saleh parte immédiatement. Nous ne voulons pas la tyrannie et l'injustice, nous voulons la liberté et la justice pour nos enfants. Personne d'autre que le peuple tunisien et égyptien ne nous a incités à sortir dans la rue. Il croit au changement et que ce changement doit se faire par une révolution. Quelques brèves. Aux États-Unis, Dominique Strauss-Kahn a demandé d'enquêter à l'agence TD International, une agence de renseignement privée composée d'anciens officiers de la CIA. TD International l'avait conseillé pour prendre la tête du FMI. Changeons de destination pour partir chez les sionistes. Selon l'agence d'information turque, le gouvernement israélien a refusé de renouveler la carte de séjour des employés turcs de l'entreprise Yelmazar, ne prolongeant pas ainsi la durée de leur séjour et leur a demandé de partir. La société turque était chargée des projets d'investissement dans les territoires palestiniens de 1948. Le propriétaire de la société, Ahmed Riyaz Yilmaz, est en même temps le chef d'un parti politique en Turquie. Revenons en France. Oui, avec une enquête qui a été ouverte jeudi passé par la police judiciaire pour expliquer la source d'une rumeur d'attentat, censée être commise le jour suivant dans le métro parisien. Le ministre de l'Intérieur Claude Guéant a déclaré qu'il n'avait pas d'éléments précis sur un attentat en France après l'élimination d'Oussama Ben Laden, mais que la menace terroriste persiste en France ainsi que dans d'autres pays européens. Passons à une note d'humour. L'association antiraciste Les Indivisibles, existante depuis 3 ans, a organisé une cérémonie, les Yabon Awards. Elle récompense les propos jugés les plus xénophobes ou racistes prononcés par la classe politique et médiatique. 6 trophées, appelés Bananes d'or, sont remis aux lauréats. Cette année, le journaliste Éric Zemmour et Robert Ménard ont été primés. Une note brève insolite, nous finirons tous au chômage. En effet, l'accueil chez McDonald's se fera chaleureusement par des robots pour commander vos menus. McDonald's souhaite remplacer ses employés qui prennent les commandes par des machines informatisées. Il est certain que le personnel n'aura plus besoin de jours de repos ou d'augmentation de salaire. Le saviez-vous ? Cette semaine nous immerge dans l'industrie pénitentiaire américaine. Aux États-Unis, tout est question de business. Même la prison est devenue une affaire de plus en plus juteuse. On y trouve de la main-d'œuvre pas chère, sans droit, et cela va de soi, captive. Il est intéressant de voir à qui cette main-d'œuvre profite. De nombreuses grandes entreprises, parmi lesquelles Microsoft, Starbucks, bénéficient de ce système. Mais au-delà de ces enrichissements substantiels, le complexe industriel pénal américain fonctionne comme un immense système d'exploitation. Si l'on compte tout le travail produit en prison comme celui d'une seule et même firme, l'industrie pénitentiaire constitue le second employeur du pays, avec plus de 500 000 travailleurs. Il y a actuellement près de 7 millions de personnes aux USA, soit en prison, soit en liberté conditionnelle ou sur parole. Parmi celles-ci, plus de 2 millions sont incarcérés principalement dans des pénitenciers fédéraux. De ces 2 millions, plus de 60% sont des prisonniers non violents. Les corporations américaines ont montré une tendance grandissante à utiliser beaucoup de ces prisonniers comme esclaves au service des corporations multinationales. Les travailleurs incarcérés accomplissent toutes sortes de tâches, de l'assemblage des souliers de sport au montage des circuits imprimés, des chaînes stéréo. Et le département de justice dirige un organisme nommé Federal Prison Industry, appelé aussi Unicor, comme une organisation à but non lucratif au profit des corporations américaines. Unicor dirige plus de 100 fabriques dans des prisons d'au moins 30 États. Environ 30% des prisons américaines sont dirigées par des corporations privées qui mènent leurs affaires en fonction du nombre de prisonniers en service. En termes purement économiques, les prisonniers sont devenus partie intégrante de l'inventaire des coûts. Les 2 plus grandes de ces corporations sont Wackenhut et Correction Corporation of America. La privatisation des prisons et les multinationales carcérales qui se sont constituées donnent une assise économique très forte à ce système. On fait du profit maintenant avec les prisons dans le pays de l'oncle Sam. Les États-Unis ne représentent que 5% de la population mondiale, mais ils comptent le quart des personnes incarcérées dans le monde, soit
comme on l'a vu, quelques 2 millions de personnes. Reste à savoir maintenant si d'autres pays comme la France vont suivre ce modèle américain. Les entreprises qui le souhaitent font appel au monde carcéral pour pallier à une augmentation ponctuelle d'activité. À Chambéry, les entreprises seraient de plus en plus nombreuses à solliciter le service des détenus. Financièrement, l'employeur y trouve largement son compte. Le salarié n'est payé en moyenne que 22 € par jour. Merci de nous avoir suivis, une excellente semaine à vous et surtout, Passez l'info.